Bonsoir à tous, bienvenue pour ce chat exceptionnel qui est en quelque sorte l'amorce d'un week-end terriblement dense, d'un week-end très important et d'un week-end où on va vraiment brainstormer et exploser la matière grise en gros à l'UNESCO tout ce week-end. Ce chat exceptionnel est diffusé en direct sur la page Université de la Terre sur Facebook, mais également sur ecoloinfo.com, sur le site du Crédit Coopératif, et je serai complet en disant que ce chat est live tweeté sur le hashtag UnivTerre. Vous êtes très nombreux à avoir déjà posé des questions sur ces différents sites, vous êtes très nombreux derrière votre écran, et vous êtes très nombreux également à vous mobiliser sur le thème de cette Université de la Terre, la 4e édition, bâtir une nouvelle société. Alors moi je suis Éloi et je serai le passeur de vos questions et je questionnerai donc nos invités. Pour parler de cette université, de cette 4e édition, nous recevons ce soir 3 invités, nous n'en avons que 2 comme vous pouvez le voir actuellement, 3 invités qui sont très impliqués dans cette organisation et très impliqués dans cette Université de la Terre. Je commencerai par l'absent Joël de Ronet qui viendra un peu plus tard, il est pris dans les embouteillages et il ne va pas tarder. Donc je vais maintenant présenter les présents. Arnaud de Saint-Simon, journaliste, homme de médias, homme de bien-être également, président du groupe Psychologie, vous m'arrêtez si je me trompe, a priori pour l'instant c'est bon. François Lemarchand, président de la Fondation Nature et Découverte, et François Lemarchand est à l'origine de cette Université de la Terre, et c'est donc à vous finalement c'est vers vous que je me tourne pour vous poser la première question, une question assez rituelle, c'est comment ça vous est venu cette idée de lancer l'Université de la Terre? Ça m'est venu il y a un certain nombre d'années, quand je me suis rendu compte que nous avions en France beaucoup de gens qui avaient beaucoup de choses à faire ensemble, mais qui ne se parlaient jamais. Et qui non seulement ne se parlaient pas, mais aussi se méprisaient un peu. Alors ces deux mondes, c'était essentiellement le monde de l'écologie, auquel j'appartiens naturellement depuis toujours, et qui donne du sens au monde, qui avait une vision pour le monde, et un projet pour le monde. Mais qui pensait que le monde de l'économie était un monde assez complètement en dehors de la réalité et avec qu'ils appelaient les multinationales. Voilà. Et en France, il y a 2 millions d'entreprises, mais c'est 2 millions de multinationales. Et puis le monde de l'écologie et le monde de l'économie nous disait exactement le contraire. Ces amis de l'écologie, ils veulent nous faire revenir à l'âge de pierre. On ne peut rien faire avec ces gens-là. Nous représentons le progrès. Voilà, donc l'idée, c'est de dire, mais parlez-vous donc, vous avez beaucoup à apprendre. Vous, le monde de l'économie, parce que les écologistes vont vous donner du sens, et tout le monde demande du sens aujourd'hui, et vous, le monde de l'écologie, mettez à votre disposition le monde de l'entreprise, parce qu'ils sont c'est des outils formidables des entreprises, ils peuvent se mettre à votre disposition et faire avancer le monde. Ils ont des mondes, des personnes, ils ont de l'argent, ils ont de la puissance. Donc mettez-vous ensemble. Et voilà, donc c'est ainsi que ça s'est déroulé. On s'est mis tous ensemble autour à faire des débats à l'UNESCO. Et puis, miracle, il y a plein de gens qui sont venus. Il y a eu 10 000 personnes qui sont venues. Et depuis lors, l'idée s'est reproduite année après année. Et nous sommes maintenant à la 4e édition. Et ça s'amplifie, ce qui veut bien dire que nous sommes rentrés dans une ère de discussion, de dialogue pour construire un nouveau monde. Vous n'avez pas l'impression à l'époque d'avoir affronté beaucoup de moulins en lançant cette idée? Parce que finalement, réunir des gens de tout contexte, de tous univers, autour d'une table, c'est quand même pas très simple. Oui, mais il faut avoir la foi. Moi, quand je crois à quelque chose, j'essaie de convaincre les gens. Bon, voilà. Et nous avons eu pas mal d'alliés, de gens qui ont été convaincus, qui en ont amené d'autres, etc. Voilà. Donc, maintenant, ça y est, c'est lancé cette année. Notre Université de la Terre, cette année, c'est considérable. Maintenant, c'est ça dure 2 jours. Ouais. On a pratiquement 80 intervenants, et pas des moindres, de tous les mondes, de tous les milieux, des gens peu connus, des politiques très connus, des ministres, des gens de la société civile, des inventeurs de toutes sortes. Non, c'est assez extraordinaire de voir comme ça a pris et que nous sommes vraiment dans la mouvance de gens qui ont envie d'inventer le monde de demain. Et les internautes, justement, c'est une transition parfaite, puisque vous donne rendez-vous tout le week-end également si vous ne pouvez pas vous déplacer à l'UNESCO. Je vous invite à rester sur ecoloinfo.com ou le site du Crédit Coopératif ou la page Facebook de l'Université de la Terre pour suivre quasiment en direct, non pas les conférences et les débats, mais la web TV que nous mettons en place, et les intervenants, les partenaires, tous ces gens-là brillants qui passeront dialoguer avec vous, bien sûr. Alors, j'ai une question pour Arnaud de Saint-Simon. Vous êtes partenaire de l'événement. Qu'est-ce que ça représente pour vous, un partenariat avec l'Université de la Terre? Nous, on est pas souvent partenaire d'événements, mais quand on est partenaire, on l'est vraiment, puisque
ça représente pour nous, c'est un vrai engagement. On a fait un grand sujet dans le journal, on va faire le programme, on a fait le programme qui va être distribué pendant les 2 jours et on va faire des tas de conférences, etc. Ça, c'est sur ce qu'on a fait et qu'on va faire. Et ce que ça représente pour nous, je dirais plus symboliquement et sur le sens, c'est, François l'a très bien dit, où on continue à se focaliser sur les problèmes et sur notre impuissance, où on essaie de comprendre, de réfléchir et de regarder comment font ceux qui commencent, peut-être de manière solitaire, peut-être de manière approximative, à réinventer une nouvelle société. Donc, voilà, c'est cette énergie-là qui nous a plu, qu'on essaye de transmettre comme ça dans le journal. Vous savez, quand on fait un journal, à la fois c'est formidable d'être lu par 2,5 millions de personnes tous les mois et en même temps on ne les voit pas. Donc je pense que ce week-end, on sera en contact avec eux, avec leurs questions. Et donc c'est formidable pour un journal de pouvoir incarner de temps en temps, s'incarner dans une présence sur un colloque de cette qualité. Oui, en fait, vous vous incarnez totalement dans un univers tel que l'Université de la Terre. Oui. Ouais. Le mot dialogue, vous en avez parlé tout à l'heure. On a l'impression que ce mot a été longtemps perdu, on ne savait plus dire ce que ça représentait. Parfois, on a encore cette impression finalement, ailleurs, mais même pas très loin de chez nous, le sens du mot échange, le sens du mot dialogue. L'Université de la Terre, c'est avant tout un week-end de dialogue. Est-ce que vous croyez vraiment en la puissance du dialogue pour rebâtir une nouvelle société? Non, c'est moi j'y crois, mais je pense que c'est une nécessité absolue. Nous sommes, par la force des choses, nous sommes tous sur le même bateau qui s'appelle la planète Terre. Et cette planète Terre va mal, va même très mal. Et ceci étant dit, il ne faut pas désespérer. Et chacun de nous a des outils différents, a des idées différentes, des moyens différents pour résoudre le problème. Et par conséquent, sortons de nos schémas. Moi, je voudrais que cette Université de la Terre, ce soit qu'on arrête de dire l'autre est un méchant, l'autre c'est cela. Le monde de l'entreprise, comme une fois on dit, le monde de l'entreprise, c'est tout est pourri. Ils pensent qu'à l'argent, le CAC 40, les multinationales. Il y a des gens fantastiques dans les entreprises. C'est vous, c'est moi, on a tous du boulot. Au-delà de l'image générale, nous sommes des gens qui sommes des citoyens de la cité, nous sommes des parents, nous sommes et nous avons envie de parler aux autres. Et donc c'est ensemble qu'on pourra résoudre ce problème. Et vous voyez, vous parlez tout de suite à Arnaud de Saint-Simon, pourquoi il était à l'Université de la Terre. Moi, je suis très heureux d'être avec eux parce que le vrai souci aujourd'hui, c'est la conscience des gens. C'est changer les disques durs des gens. On est bloqué dans des schémas les uns les autres. On est bloqué dans de petits mondes. On a peur de l'autre. On a peur de parler. On a peur de dialoguer. Voir ce que c'est dans la rue. On ne se parle pas. Parlons-nous. Et je pense que changer la conscience, c'est exactement ce que fait Psychologie Magazine. C'est changer le disque dur. Parce que le problème, il est dans nos têtes, mais la solution est aussi dans nos têtes. Vous voyez, Léo, si je peux me permettre, on va beaucoup dialoguer à l'Université de la Terre, mais je crois que comme le dit François, on va aussi mettre en avant ceux qui réinventent le dialogue et le vivre ensemble au quotidien. Les cafés citoyens, ce sont des gens qui permettent à des communautés de se réunir. La fête des voisins, c'est une manière de recréer de la convivialité. Charles Rangeman, qui est un portrait là dans Psychologie des soins, c'est quelqu'un qui assied autour d'une table, dans un système un peu de thérapie de groupe, des flics, des éducateurs, des gens qui vivent en banlieue. Donc le renouveau passe par le dialogue. L'entreprise, la bienveillance au travail, voilà, stimuler le dialogue plutôt que d'opposer. Je crois que voilà, on va mettre en avant pendant ces 2 jours les gens que le dialogue inspire concrètement. J'ai une question de Jeanne qui reprend un petit peu ma question précédente. Pensez-vous réellement que ce genre d'échange, de dialogue, fait avancer les choses tant en termes politiques qu'économiques? En gros, est-ce qu'il y a eu des exemples peut-être concrets dans les précédentes éditions de réalisation suite à des rencontres complètement improbables de chefs d'entreprise et du milieu culturel, je ne sais. De tout d'abord, rien ne s'est jamais fait sans dialogue et sans se parler. Si on reste renfermé sur nous-mêmes, rien ne se passera. Ça, c'est clair. Donc, nous sommes des optimistes. On espère qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Vous savez, quand on met des gens ensemble, souvent, il y a quelque chose de formidable qui se passe.
il y a un éclair, il y a quelque chose. Bon. Et on dit qu'il y a une énergie qui se dégage et qui donne aux gens l'envie d'y aller, de faire quelque chose ensemble, d'avancer. Vous savez bien ce que c'est, les uns les autres, nous, dans nos communautés. Souvent, on va dîner chez des amis soir et on se dit, c'est quelle barre d'aller dîner avec des amis. Puis finalement, vous rentrez et vous dites, c'est génial, j'ai passé une soirée extraordinaire, j'ai rencontré des gens formidables et on va faire quelque chose ensemble. Là, c'est un peu ça l'université de la Terre. C'est que vous nous donnez à tous envie de faire quelque chose ensemble. Arnaud de Saint-Simon, Antoinette, vous participerez au débat, enfin, une question d'Antoinette. Arnaud, vous participerez au débat Se changer soi pour changer le monde, un grand thème de psychologie. Donc, pensez-vous que nous soyons tous capables de prendre part à ce changement? Alors, qu'on soit tous capables de changer, j'en suis certain. Qu'est-ce que ça veut dire changer? Ça veut dire d'abord changer de regard. On peut tous changer notre regard sur nos problèmes, sur la société. Et puis, on a tous en nous une capacité à se transformer. On vit dans un monde où on est souvent accompagné, assisté, etc. Bref, un peu face à nos impuissances. Et on a tous une capacité à changer. Ça ne veut pas dire changer du tout au tout, ni se transformer, mais faire bouger en tout cas un petit peu les choses et les problèmes. Donc oui, c'est vraiment, j'y crois sincèrement. J'ai une autre question justement, là c'est pour vous deux. Question de Eliane. L'homme reste le point central d'un grand nombre de vos conférences. Les universités de la Terre sont-elles des conférences plutôt utopistes ou au contraire très terre à terre? Vraiment? Écoutez, je crois que c'est un mélange des deux. Je crois qu'il faut être utopiste et un petit peu fou pour oser un certain nombre de choses, peut-être pour oser lancer cette journée, cette université il y a quelques années. Je crois qu'il faut être un peu fou pour lancer un magazine qui s'appelle Psychologie et qui lise 2 millions, qui soit lu par 2 millions de personnes. Enfin, franchement, qui l'aurait cru, et moi le premier. Et donc voilà, il faut de l'utopie et de l'ambition, et en même temps, il ne faut pas être naïf. Il faut être réaliste et pas naïf. Je crois que c'est aussi je crois que c'est ce qui fait la qualité de cette université de la Terre, c'est que voilà, il y a des gens qui font et qui, grâce à leur expérience, sont dans la réalité aussi. Ouais. On peut facilement se réfugier dans l'utopie. Mais vous savez, ce qui nous a donné très très confiance dans le futur, c'est que ça prend à peu près 1 an et demi pour préparer l'université de la Terre. On a rencontré plein de gens. Et ce que nous faisons venir, ce sont des utopistes qui réalisent. Je vais prendre quelques exemples. Bertrand Piccard, qui va venir à l'université de la Terre. Il a inventé l'avion solaire, comme son grand-père avait allé en bathyscaphe, il avait inventé le bathyscaphe. Son père avait inventé le ballon à hélium, ou c'est le contraire. Et lui, il a inventé l'avion solaire, qui vole. C'est la première fois que je connais Bertrand Piccard depuis longtemps, quand il m'a dit, c'est ton truc, je me marrais, quoi. Hein. Ben, ça vole. Bon, donc c'est un utopiste qui fait voler. Ou bien un JR qui va venir, comme vous le savez, c'est celui qui est le photographe, qui fait ces grands panneaux et qui par ses photos, qui affiche dans les rues, veut prôner le dialogue qui a été affiché, ces photos, à Jérusalem, dans les zones, et en Cisjordanie, pour prôner le dialogue entre les Palestiniens et les Israéliens. C'est un utopiste, mais il réalise. Enfin, des gens comme ça, il y en a plein. Je pourrais vous en parler, les Arnaud Moreau, les Dachoka, les Borrello de SOS, les Henkel, les Jordan Cocagne, plein de gens comme ça, qui sont utopistes, qui se sont dit c'est des fous, mais ils font, et ça marche. Donc c'est l'utopie concrète finalement. L'utopie peut-être terre à terre. Il faut toujours partir par une utopie, il faut avoir des buts élevés. On ne peut pas être toujours dans le petit quotidien. Il faut avoir un rêve pour notre monde, il faut avoir un rêve pour le futur, il faut avoir un rêve. C'est de ça un peu aujourd'hui dont on souffre, c'est qu'on a un monde qui ne rêve plus et qui pense que le futur est complètement bouché. Donc redonnons du futur. Et le futur, c'est le rêve. Il y a une question de Maelstrom. Franchement, messieurs, c'est une question. Franchement, messieurs, comment penser rebâtir une nouvelle société avec les mêmes gens au pouvoir, politique et financier? Le pouvoir, je veux dire, nous sommes dans une démocratie, c'est à chacun de nous de décider qui on met au pouvoir. Hein. Bon. Donc, je retourne la question à monsieur le Twitter. Nous avons tous le pouvoir de choisir les gens que nous voulons et qui vont incarner le monde que nous voulons. Je crois aussi que
bâtir une nouvelle société, c'est aussi changer un peu de regard sur les politiques. Parce que le regard désenchanté sur les hommes politiques qui se servent au lieu de servir, etc., certes, il y en a, hein, mais je crois qu'il y a aussi des dizaines de milliers de politiques qui, gratuitement, dans leur ville et leur village, donnent du temps. On n'en parle pas non plus de cela, voyez. Donc, voilà, changeons un petit peu ce regard cynique et au fond circulaire et inutile. Et voilà, réenchantons, réinventons, mettons en tout cas le projecteur sur tous ceux qui font, et pas ceux... Mais comment faire justement Et je vais dans ton sens. Il y a deux maires de l'Île-de-France importants, deux maires de ville, un maire allemand et un maire français qui viennent à l'Université de la Terre. C'est des gens incroyables. Ils se donnent un mal de chien pour les autres. Alors, vous savez, des politiques comme ça, tous les jours. Hein. Ce ne sont pas forcément des hommes politiques qui sont sur le devant de la scène et que l'on voit. Je pense que vous faites allusion à François de Mazières, par exemple. Par exemple, on le voit rarement. Il travaille. Et nous avions deux hommes politiques qui prévus, dont un qui est le ministre de l'Agriculture. Bon, écoutez, il vient discuter avec d'agriculture bio. Je veux dire qu'il y a 3-4 ans, il ne serait pas venu. En tout cas, donc il a envie d'y aller. Hein. Il a envie il connaît ses dossiers et il travaille. Et puis l'autre, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet, elle est partie au Japon pour une cause, malheureusement, sur un sujet qui est extraordinairement préoccupant. Donc, ils viennent, ils acceptent d'avoir devant eux 2000 personnes qui vont ils vont s'impliquer, ils vont se mouiller avec eux. Donc, je suis comme toi, je veux dire, trop facile de toujours dire que les politiques sont des nuls. Du coup, on en revient peut-être à la responsabilité des médias. Comment faire pour encourager le coup de projecteur sur les choses positives plutôt que les choses négatives? Oui, c'est une vraie question, ça, Édouard. C'est une vraie question parce que tout ce qui est un peu dramatisant fait vendre. Ce qui est positif, oui, c'est comme ces trains qui arrivent à l'heure. Bon, c'est compliqué de faire un bon journal et en même temps, parce que on dit souvent qu'un bon papier est un papier, vous voyez, un papier bien problématisé. Donc on voit bien que quand il y a un problème, une bonne problématisation, c'est un bon papier. Quand il n'y a pas vraiment de problématique, ça fait des papiers assez lisses. Donc c'est vrai que c'est une responsabilité des médias. Il y a d'ailleurs une agence de presse, je vous donnerai le nom, qui est spécialisée comme ça dans toutes les nouvelles positives et qui fait de temps en temps un libé une fois par an des bonnes nouvelles. Voilà, il faut mettre en avant les gens qui font et les réussites. Mais c'est vrai qu'on a plus vite fait de focaliser sur les catastrophes, les problèmes, les dénonciations. On a l'impression qu'un grand journaliste, c'est un journaliste qui dénonce. Hein. Et en même temps, la psychologie, ça montre qu'on peut aussi faire un canard qui est largement lu. Oui. Alors, c'est pas forcément un quotidien d'information générale, bien sûr, mais qui est lu et qui porte sur des thématiques qui ne sont pas forcément négatives. Bon. Tout à fait. Quelque part, la chose serait Vous faisable. savez, Psychologie a lancé en France la journée de la gentillesse, qui a été, à ma grande surprise, un succès phénoménal sur le plan médiatique. Mais que ça a été difficile à lancer, et deux, je me suis rendu compte de qu'est-ce qu'il y a comme pessimisme, comme cynisme, comme résistance. Vous voyez, il y a cette culture de la méfiance. Vous voyez, moi, on ne me la fait pas. Donc, cette journée de la gentillesse, on l'a portée finalement. La grande leçon, c'est que je me suis rendu compte d'à quel point les gens ont envie de ce genre de message, même si c'est le mot un peu désuet, etc. On me dit, merci Sohan, qui me dit l'agent de presse est graine de changement. Et il y a aussi le reporter d'espoir. Voilà, c'est le reporter d'espoir auquel je pensais. Et graine de changement Merci, est une Sohan. association de nouvelles positives. Merci Sohan. Absolument. Reporter d'espoir, formidable. Absolument, bravo. Et bien du coup, D'ailleurs, Elisabeth Lally, qui a créé Graines de Changement, sera là à l'Université de la Terre, et elle va intervenir. Et voilà. Donc, ces gens-là, voilà, c'est tout ce monde-là qui vient. et du coup, Sohan, vous avez gagné le droit de poser votre question. Et il y a une petite question un petit peu qui va nous taquiner un petit peu. J'ai une petite question. Je trouve que l'équité n'est pas respectée dans les intervenants de l'Université de la Terre. Pensez-vous que les femmes s'investissent moins que les hommes aujourd'hui dans le développement durable? Oui, alors ça, c'est la question facile. Hein. Mes chers amis, venez travailler avec moi et faites la parité. C'est très compliqué hein, de trouver. Moi, si je pouvais avoir que des femmes, j'aurais que des femmes, parce que franchement, j'aime beaucoup ce qu'elles ont à dire.
Mais c'est pas simple de trouver suffisamment de trouver les personnes. Voilà, donc tous les hommes disent la même chose, chaque femme dit la même chose, pour qu'il n'y ait pas plus de femmes, pour qu'il n'y ait pas 50% de femmes. D'ailleurs, il y en a beaucoup, il y a quand même beaucoup de femmes, je ne sais pas, j'ai calculé combien, mais. Ouais, on aurait dû faire Et les c'est vraiment pas une volonté de le faire, de ne pas mettre de femmes. Mais c'est une bonne question, Éloi. Laurence Folléa, qui est mon adjointe, fait partie d'une commission sur les femmes dans les médias qui est chargée de réfléchir sur pourquoi il y a aussi peu d'expertes dans les médias, psychologie inclus. Hein. Elle a fait un décompte du cercle des experts interviewés dans le journal. Pour cette commission, on en est vraiment à 2 tiers, 1 tiers, donc il y a un problème. Mais il y a un problème, il y a aussi des problèmes très terre à terre. Parce que moi, j'ai vu pas mal de personnes que je voulais avoir, de femmes que je voulais avoir. J'ai dit, voilà, viens donc, c'est important. Il dit, François, je travaille toute la semaine, j'ai une vie de famille, il faut que je m'occupe aussi de mes enfants. C'est souvent le Ça veut dire que monsieur, lui, les enfants, c'est pas grave, ça non, enfin, je ne veux pas rentrer dans ce débat, hein, mais je veux dire par là, c'est qu'elles estiment qu'elles doivent donner du temps à leur famille, et que le samedi et le dimanche sont assez sacrés. Et voilà, donc vous voyez, c'est des choses un peu terre à terre, hein. Mais sinon, c'est plein de bon sens. Il y a plein de bon sens, mais il y a plein de femmes formidables qui mériteraient d'être là au plateau et que j'aurais aimé avoir. Alors là, nous accueillons Joël de René qui nous rejoint, qui a eu un problème dans les bouchons. Son avion a eu de place. Son avion a un problème de bouchons et le taxi. Alors vous avez un micro, voilà. J'imagine que vous êtes habitué à le mettre. Je sais comment le mettre à peu près. Alors Joël de René, on le connaît, pionnier inclassable et inlassable pionnier, président de Biotics International et conseiller de la présidente de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Puis on le connaît également pour ses ouvrages et également pour le surf, ça c'est anecdotique, enfin bref, on le connaît pour beaucoup de choses. Nous étions donc en plein dialogue autour de l'Université de la Terre et nous dialoguons avec les internautes qui sont nombreux derrière et qui peuvent évidemment toujours poser des questions sur Facebook, sur ecoloinfo.com, sur le site du Crédit Coopératif, sur Twitter, partout où ils peuvent finalement. Alors j'ai une question pour tous. Une question de Johanna, pourriez-vous chacun nous dire quel élément, s'il ne devait y en avoir qu'un, serait le plus indispensable à la création d'une nouvelle société? C'est comme un bouquin sur du désert finalement. Joël, elle vient d'arriver. Moi, je vais en dire un qui est suivi de 2 autres. C'est l'empathie, la solidarité et le partage. Je pense qu'on ne peut pas construire une société du futur si on est égoïste et qu'on pense qu'à l'accumulation de biens matériels. Le meilleur moyen de penser aux autres et de construire ensemble, c'est de se mettre à la place de l'autre pour comprendre ses sentiments et ses émotions. Ça s'appelle l'empathie. Et jusqu'à présent, nos sociétés ont été trop fondées sur la violence, les rapports de force, et pas suffisamment sur la solidarité et le partage et la générosité. Je pense qu'une des clés du futur, c'est ça. Générosité, solidarité, partage et empathie. Que rajouter se parler et ne pas avoir peur les uns des autres. C'est enlever la peur. Je pense que la peur est un fantastique blocage pour créer cette nouvelle société. Quand on s'apercevra, le jour où on s'apercevra que les uns et les autres, eh bien, on peut discuter, on peut faire des choses ensemble et sans avoir peur des autres, eh bien, on va faire des progrès considérables. Et du coup, c'est peut-être travailler sur tous les filtres qui font que l'on a peur de l'autre. Tous les filtres qui se sont mis pour essayer. Et les a priori. Qu'est-ce qu'on a des a priori? On n'a pu finir. On met les gens dans des cases, dans des petites cases. Et comme ça, dans une case, on ne garde pas. Alors, comme Joël m'a totalement volé les 3 mots de la bouche, je vais rajouter le courage. D'ailleurs, il y a Cynthia Fleury, qui a fait un très beau livre sur le courage, qui est à l'Université de la Terre. Le courage, c'est une belle valeur qui n'est pas si désuète et ringarde que ça, le courage. Une question pour Monsieur de René, question de Marc. Monsieur de René, je vous apprécie beaucoup et depuis longtemps. Vous êtes galvanisant, mais n'êtes-vous pas parfois lassé de voir le manque d'enthousiasme chez nos congénères? Non. J'ai beaucoup d'opiniâtreté et de la persuasion. J'ai beaucoup bossé avec des étudiants. Je suis prof, il ne faut pas l'oublier. Et j'essaye de changer les choses à plus long terme. Je ne suis pas obsédé par le court terme parce que je pense que ça ne crée que du stress et une espèce de trépidation inutile. Je travaille sur le long terme, sur le moyen et sur le long terme. Et quelquefois, si je suis un peu découragé, je reprends courage parce que je vois les résultats sur certains. Je vois les résultats sur les blogs. Enfin, j'ai 3 blogs, j'ai un site web qui est assez vu. Et mes livres sont gratuits sur Internet, donc il y a beaucoup de téléchargements. Et je vois que par les courriers, par les réponses, que finalement ça prend. Donc je ne suis pas découragé par le manque d'enthousiasme. En revanche,
je suis parfois un peu découragé par le scepticisme, pas par le manque d'enthousiasme. Des études ont été faites, on les a fait à Universcience, sur les 27, on a collaboré à des études sur les 27 pays européens, et les Français, des jeunes Français, sont les plus sceptiques et les plus pessimistes sur l'avenir. Et ça, c'est très inquiétant, parce que les Nordiques, les Danois, les Norvégiens, les Suédois, les Hollandais, les Anglais, même les Portugais et les Italiens, les Espagnols sont plus positifs que les Français quand on leur pose la question: est-ce que vous pensez que ce sera mieux que vos parents, votre avenir, ou pire? Est-ce que vous avez peur des biotechnologies? Est-ce que vous avez peur d'Internet? Est-ce que vous avez peur de la biologie de synthèse? Ils répondent oui, et beaucoup. Et ce qu'on essaie de faire à Universcience, et je termine là-dessus, ce que j'essaie de faire moi, c'est de leur donner envie du futur. C'est-à-dire leur donner d'abord envie du futur en leur expliquant ce qui va arriver, les faire participer, et cette envie peut se transformer en une capacité à construire le futur. Parce que si on n'en a pas envie, pourquoi est-ce qu'on va le construire? Et puis peut-être aimer le futur. Donc envie, construire, aimer, c'est progressif, ça prend du temps, mais il faut s'y accrocher. Et je serais tenté de vous poser la même question finalement, Arnaud. Comment faites-vous pour garder la pêche et garder votre enthousiasme? Alors l'enthousiasme, c'est avoir Dieu en soi. Hein. Peut-être que voilà, c'est peut-être que. Écoutez, alors moi c'est une question de tempérament. Hein. Je suis d'un naturel enthousiaste, parfois trop. Il suffit de demander à mon équipe. Mais voilà, c'est une très très belle. Alors comment est-ce qu'on fait? Je sais pas, ça se cultive, ça se transmet, et voilà, il faut oser. Oui, c'est vrai que ça rejoint la question du tempérament. Il faut avoir une certaine opiniâtreté dans le bonheur, dans la volonté de Il y a le tempérament, puis il y a oser aussi, parce que voilà, ça vient marchand. François? Moi, j'ai toujours trouvé que ce monde était enchanteur. Et je suis très, très enchanté par ce monde, et je trouve qu'on a perdu le rêve. Il faudrait qu'on retrouve les réenchantements. Il faut qu'on arrive à regarder autour de nous ce monde extraordinaire dans lequel on vit. Et le seul fait, et c'est pour ça que je suis très proche de la nature, d'aller dans la nature, ça me donne une bouffée d'oxygène, me dire mais quel monde extraordinaire nous vivons, et quelles possibilités nous avons. Il y a quelque chose encore à faire, le monde reste totalement à découvrir, il y a encore un projet, tout le projet humain est encore à faire, à construire. Les possibilités de découverte du monde, les possibilités de la science sont infinies. Donc tout ça me donne envie de faire partie de ces gens qui vont aller explorer, puisqu'aujourd'hui on découvre plus de territoire, mais on peut découvrir d'autres choses, et qui sont dans les sciences, dans le cerveau, dans les rapports humains. Et c'est sûr que par rapport à la nature, on peut avoir un coup de blues en ce moment avec ce qui est en train de se passer au Japon, où ce magnifique pays a un genou à terre avec 3 catastrophes successives, et qui peut même avoir des répercussions sur l'ensemble de l'humanité. Et donc la nature, bien sûr, le courage, l'avenir, la volonté de faire, et tout d'un coup il y a des à-coups comme ça, et il faut aussi beaucoup penser aux autres, et pour ça je parlais de solidarité et de partage tout à l'heure. Il faut absolument que nous aidions ce pays, et que nous fassions quelque chose pour une transition en dehors d'énergies que l'on dit non polluantes mais qui le sont, et le remplacement de ces énergies par d'autres qui sont plus respectueuses de l'environnement. C'est vrai que c'est important ce que vous dites. En ce moment, justement pile poil en ce moment, la nature elle en prend un coup terrible avec ce qui se passe au Japon, la nature humaine elle en prend un coup terrible à travers le monde. On a l'impression que on vit un monde qui s'enflamme terriblement, un monde surchauffe qui explose. Mais en même temps c'est une double transition, reprenons cet exemple. Ouais. C'est une double transition. Il y a une transition démocratique, politique, on le voit, c'est pas la peine de rentrer dans les détails, à quel point les réseaux sociaux ont joué un rôle sur la capacité des gens à s'unir pour essayer de lutter contre des tyrannies, première chose. Et puis deuxième chose, c'est un véritable tournant de se poser des questions de l'avenir énergétique, où l'homme ne serait plus responsable de la production d'énergie proche pour lui, c'est-à-dire aller vers une solution de décentrale plutôt que de centrale avec distribution d'énergie à distance. Et ça, c'est un véritable enjeu pour le futur. Quel modèle énergétique va rendre l'homme plus responsable de son futur, on est en plein dans le sujet de l'université de la Terre, plutôt que d'être passif devant des centrales et des élites qui nous envoient de l'énergie, où passivement on paye la note et on l'utilise chez soi, malgré les dégâts que ça peut causer à l'environnement. Oui, tout à l'heure on disait changer et éventuellement changer de regard. Oui. Bien sûr que ce qui se passe en Libye est dramatique, mais on peut aussi voir, c'est un peu la théorie de Joseph Nye du soft power, il y a quand même 2 régimes qui sont tombés comme des fruits mûrs, la Tunisie et l'Égypte,
sans quasiment un seul mort. C'est quand même extraordinaire, cette théorie qui est qu'aujourd'hui, la bataille, c'est une bataille de la communication. On pourrait beaucoup en parler, mais une bataille de la communication plutôt qu'une bataille guerrière dans la rue. Alors, il y a d'autres pays dans lesquels c'est pas... Voilà. Ça, c'est quelque chose de positif. Ouais. Et c'est trop vite passé finalement, puisque tout s'est enchaîné à une vitesse... C'est un début, hein, c'est un début, ça va continuer. Ouais, en plus. Et ça veut dire qu'on a l'impression qu'une révolution chasse l'autre très vite. On est en transition sur tous Il y a les eu aspects. des révolutions positives, justement, un renouveau de démocratie, sauf que là, c'est comme si on en parlait. Déjà, ce qu'il va y avoir derrière, comment cette démocratie va vraiment s'installer dans l'intérêt de tous et de la liberté des hommes et de leur destin. Et vous voyez, il y a aussi une autre chose, on parle beaucoup du nucléaire et du risque nucléaire. Je crois que il y a une question sur le nucléaire, donc il n'est pas facile de sortir aujourd'hui, mais pour moi, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on encadre le nucléaire. Pour moi, la vraie question qu'il faut traiter aujourd'hui, c'est, et on le voit bien avec les sociétés privées qui gèrent des centrales nucléaires dans des endroits qui éventuellement sont dangereux, c'est comment est-ce qu'on encadre déjà le nucléaire. Puis évidemment, comment on en sort, mais je crois que Joël est mieux placé pour moi que moi pour savoir que voilà, on ne peut pas en sortir comme ça aussi facilement, mais déjà, comment on encadre et comment est-ce qu'on accélère. Alors, on peut continuer une seconde sur cette question, sûr, qui est le sujet ouais, de samedi et dimanche. Hein, aussi. Il y a deux mots-clés dans cette affaire de nouveau modèle énergétique. Le premier mot, il est en anglais base load, en français production électrique continue. La production électrique continue, pour les politiques et pour les industriels, ça ne peut venir que de 4 moyens. Le nucléaire, le fioul lourd, le charbon, le gaz et l'hydroélectricité en modulation du reste. Et tout le monde dit, ceux qui ne savent pas ce qui est en train de se passer dans le monde et les avancées technologiques, le baseload, la production électrique continue avec des énergies renouvelables, est impossible. Parce qu'on les regarde filière par filière. On dit on ne va pas remplacer le nucléaire par des éoliennes. Oui, on ne va pas remplacer le nucléaire par des panneaux solaires. Il faudrait 75 000 km² de panneaux solaires en France pour faire la même chose que les 58 centrales. C'est vrai. Mais si on étudie toutes les énergies renouvelables et qu'on les met en œuvre en mix énergétique, c'est-à-dire en matrice multimodale, où les énergies aléatoires, que sont le vent et le solaire, sont compensées par des stocks permanents, que sont la biomasse, la géothermie ou d'autres. Et, en plus de ça, que cette mise en communication, en combinaison, soit elle-même combinée avec des économies d'énergie et une grille de transport d'électricité qui soit une grille intelligente, pas seulement une grille passive qui transmet l'électricité, mais une grille intelligente comme une espèce d'internet plus transport électrique, qu'on appelle un smart grid. Cette grille intelligente, au lieu de faire que distribuer l'électricité, elle tient compte des besoins à des moments donnés de la journée et des saisons. Donc, si on couple les énergies nouvelles entre elles, le tout dans une grille intelligente et le tout avec des économies d'énergie, on a un vrai modèle alternatif au nucléaire. Je ne dis pas qu'il faut l'arrêter d'un coup, il faut l'arrêter en biseau sur 30 ans, mais pendant qu'on fait ce biseau dans un sens, il faut faire un biseau dans l'autre qui lui s'ouvre vers des investissements nouveaux, pas seulement réparer les veilles centrales, mais investir dans ce que je vous dis. Et être prêt à remettre en cause totalement une sorte de dogme qui s'est installé. Bien entendu, ça c'est le plus dur. Et voilà. C'est le plus dur. Mais c'est aussi face à ça qu'on peut avoir des baisses d'enthousiasme. On peut, mais il faut se battre, il faut avoir le courage, dont on parlait tout à l'heure. Alors justement, les questions de jazz. Quel est le dossier le plus urgent auquel vous souhaitez consacrer votre temps? C'est une question ouverte, une question pour chacun. François. Moi, l'agriculture. Nourrir les hommes. Nourrir tous les hommes. Et les nourrir bien et sainement. Arnaud. C'est très difficile, hein. Il y a beaucoup de dossiers urgents, disons en complément. Je ne sais pas si c'est le plus urgent, mais oui, c'est les enfants. Je crois que c'est le dossier sans doute le plus urgent. C'est voilà, comment accompagner nos enfants, comment transmettre, quel est le monde qu'on va leur laisser, avec peut-être deux choses. Un, évidemment, nous responsabiliser sur la planète qu'on va leur laisser. Et deux, je crois, prendre nous-mêmes la responsabilité du problème de l'allongement de la durée de vie et du système qu'on va leur laisser, en gros, pour s'occuper des personnes âgées, dépendantes et autres que nous serons demain. Donc c'est nous, aujourd'hui, notre génération, qui doit mettre en place ce système, plutôt que de passer la responsabilité de notre vieillesse à nos enfants. C'est peut-être deux enjeux importants pour nos enfants. C'est le vivre ensemble. Ouais. Joël. Pour moi, le dossier prioritaire, c'est l'éducation.
l'éducation à tous les niveaux, non seulement les jeunes, non seulement les gens dans l'entreprise avec une formation, une mise à jour de leurs connaissances à l'intérieur de l'entreprise, la formation des seniors, mais aussi surtout l'usage des seniors pour former les jeunes, l'usage des jeunes pour former les seniors. En d'autres termes, inverser la spirale actuelle de l'éducation où des gens de 40 ans ou 45 ans forment des gens de 25 comme jeunes professeurs qui forment des gens de 15. Pour moi, il faut inverser aussi cette forme d'éducation, faire des gens de 15 former des gens de 25 et former des gens de 25 pour former des gens de 45. Et j'ajouterai à ça pour terminer, c'est que une priorité liée à cette éducation, c'est de redonner et de donner à la génération montante, et c'est pas faire du jeunisme que de le dire, c'est-à-dire entre 14, même 12 ou 13 et 20, 21 ans, le pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on les met dans des études très longues, alors que par coéducation, par éducation alternative, on pourrait aller beaucoup plus vite, et on ne leur donne pas le pouvoir. On ne donne pas le pouvoir à la génération montante sur Internet, on les bride sur toute une série de choses créatives, on ne leur donne pas le pouvoir pour donner leur avis sur un plan politique, on ne leur donne pas le pouvoir pour donner leur avis sur un plan journalistique, et c'est comme une espèce de génération sacrifiée qu'on met entre parenthèses en attendant qu'elle soit suffisamment mûre pour être sérieuse et participer à la vie politique, à la vie médiatique ou à la vie économique. Donc je trouve que c'est un véritable scandale et qu'un pays digne de ce nom devrait faire beaucoup plus confiance à sa jeunesse, la rendre vraiment responsable et lui donner les moyens de son propre pouvoir. Christian, qui se pose la question, alors je pense qu'il se la pose à lui-même, il la pose à tout le monde, jusqu'à quand cette société va pouvoir continuer dans le leurre d'une croissance infinie? On a l'impression que c'est toujours développement, mais jusqu'où? Ça, c'est le grand sujet aussi de l'Université de la Terre, hein, bien sûr. C'est que la croissance à tout prix n'est pas compatible avec un monde fermé. Et l'économie a tourné en circuit fermé à l'intérieur de l'écologie. D'ailleurs, il y a une relation entre oikos nomos et oikos logos. La gestion de la maison Terre, c'est l'économie, et la science de la maison Terre, c'est l'écologie. Donc il y a deux faces d'une même médaille, mais l'une a pris le dessus sur l'autre à cause du pouvoir que se sont accordés les dirigeants et le monde financier et économique, et a pris le pas dans une espèce de machine qui tourne de plus en plus vite à l'intérieur d'un monde qui, lui, est contraint et limité. Donc ça ne peut pas continuer longtemps. On s'en est aperçu déjà dès les années, fin des années 60 avec le Club de Rome, et halte à la croissance, qui n'était pas une bonne idée, mais il y a d'autres formes de croissance que la croissance matérielle. Il y a la croissance du savoir, la croissance des connaissances, et notre but à tous, c'est d'aller vers les sociétés de la connaissance, où plus on échange de l'information, plus ça fait boule de neige, à condition que ce ne soit pas de l'infopollution, mais que ce soit une information pertinente. Et donc je pense qu'il y a d'autres alternatives à la croissance, comme le disent certains écologistes, un autre monde est possible, pas seulement le monde de la croissance matérielle, mais un monde de la croissance intellectuelle et du partage de ce savoir pour donner du sens à la vie. Pardon, François, Moi, j'ai le sentiment qu'il nous manque vraiment un leadership mondial et quelqu'un pour penser le problème aussi, parce qu'on a vu au moment de la crise de 29, il y a eu Keynes. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on espérait un peu dans Obama, qui n'est pas un économiste, bien sûr, mais bon, qui est peut-être une figure de leader mondial, mais c'est vrai qu'on manque d'un leadership économique et moral, ou les deux à la fois mondial, pour justement arriver à justement à combiner ces impératifs de croissance, de croissance raisonnable et durable. Je suis assez d'accord avec l'exposé tout à fait préliminaire de François. Je ne suis pas pour la décroissance, mais évidemment pour une croissance différente et respectueuse, mais c'est compliqué à mettre en place. Est-ce que vous voyez émerger justement une notion de pensée globale, de direction finalement mondiale? Il faut s'en méfier un peu, hein. C'est le grand espoir de Jacques Attali quand il parle d'un gouvernement mondial et même d'un gouvernement aussi par les scientifiques. Moi je suis un petit peu plus sceptique que lui là-dessus. On en a souvent parlé d'ailleurs. Je pense que le globalitarisme conduit souvent à une vision un peu totalitaire. Quand c'est trop global, il faut tenir compte des diversités, des différences de temps, des différences de rythme et en fait de la diversité. Donc je suis pour une vision systémique de ces grands problèmes qui sont interdépendants, mais je suis un peu réticent à une sorte d'approche mondiale avec quelques leaders élitistes qui... Je crois beaucoup plus à la force du réseau qu'à la force de la pyramide. Est-ce que le gouvernement mondial n'est pas justement tous ces réseaux Internet, tous ces réseaux qui sont partout et qui finalement qui sont en permanence en train de bouger c'est une coordination de ces réseaux. C'est incroyable comme ils se coordonnent, mais on se demande, il n'y a aucune direction et pourtant ça se fait. Voilà, on parlait de la Libye par exemple. C'est vrai qu'il y a un mouvement insurrectionnel, mais on ne sait pas qui le dirige, c'est extraordinaire. Et
Et partout, ça se passe partout comme ça. Hein. Moi, c'est la première fois que je vois ça, c'est qu'on voit des révolutions en Égypte, on voit des révolutions en Libye, on voit des révolutions à droite, à gauche, et il n'y a pas de leader. C'est étonnant. Ils font tomber les gouvernements. Ouais. C'est inquiétant aussi. Oui, ça peut être inquiétant. C'est-à-dire c'est inquiétant parce qu'on ne sait pas comment ça Ça fonctionne. fait du bien. Parce que dans l'ancien monde, c'était plus pratique quand même. Hein. Mais c'est un patron, c'est bien, il a une armée, etc. Maintenant, on ne sait plus très bien comment ça va fonctionner. Alors, mais il faut faire confiance. Hein. On sait pertinemment qu'il y en a quelques-uns qui en profitent totalement, mais c'est ça aussi le jeu. Je pense à Facebook, je pense à Google, et tous les autres, en gros. Mais finalement, on est dans un monde aussi de plus en plus privé. Ouais, mais je voudrais juste dire un mot sur Internet, et j'attendais un peu que Joël, qui est presque un natif et qui a toujours été très intéressé. On parlait tout à l'heure des utopies. Vous avez posé plusieurs questions à François et moi sur les utopies, avant que Joël arrive. Internet est pour moi le lieu d'une formidable, extraordinaire utopie. On en a parlé sur un plan politique, mais sur un plan très concret. Internet, c'est un lieu où, par exemple, sur les forums de psychologie.com, vous avez 50 000 messages par mois de gens qui ne se connaissent pas et s'entraident sans que nous ayons un problème de modération. Dans les sites d'échange de maisons, moi j'échange ma maison depuis des années, des gens du monde entier se rencontrent, se filent les clés de leur voiture et de leur maison, etc. Et en général, ça se passe encore mieux que je ne pensais. Les réseaux, les vieilles utopies, les réseaux d'échange de savoir, il y a quelque chose à l'œuvre sur Internet, et ce qui est formidable, c'est que quand on met à la disposition des gens des univers et des plateformes, justement dans lesquelles il n'y a pas de leader, les gens se l'approprient, le respectent et créent un écosystème qu'ils s'approprient et qu'ils respectent. Donc voilà, il y a quelque chose de formidablement intéressant. Bon, il y a l'intelligence collective, j'imagine, dans le domaine du savoir aussi. Donc voilà, il y a quelque chose d'assez formidable et puissant qui est en train de se passer sur et via Internet. Et c'est probablement ce décalage que sente la génération Internet, la NetGen ou la génération Y, de se sentir exclus de ce monde. Ben, c'est leur monde à eux. Ils sentent qu'ils peuvent constamment échanger, comparer une information par rapport à une autre en allant sur les réseaux sociaux. Un jeune du 19e un jour me disait Google, c'est mes potes. Parce qu'il pose des questions à ses potes sur les réseaux, ils lui répondent et ça va plus vite. Donc la communauté d'intérêt, la capacité de trouver des solutions à des problèmes complexes, comme vous dites, en étant ensemble, c'est une forme de co-régulation citoyenne, participative. Et je crois que c'est cette co-régulation citoyenne participative que ne comprennent absolument pas les politiques pyramidaux traditionnelles avec l'élite en haut et les gens passifs en dessous. Et ce décalage entre le monde politique, le monde industriel, le monde des élites, et même le monde universitaire ou le monde médiatique, et ces générations qui montent partout dans le monde, est en train, en ce moment, de créer des véritables ruptures dont on voit les résultats politiques, mais les résultats culturels se voient moins bien, les résultats créatifs et les résultats industriels aussi, alors que ces jeunes sont en train de créer de nouvelles sociétés, de nouveaux business, de nouveaux produits, de nouveaux services, de manière invisible à la culture traditionnelle, industrielle du monde physique. Je reviens grâce à une question de Marie sur l'Université de la Terre et une question pour François Le Marchand. Le projet des universités de la Terre a-t-il beaucoup évolué depuis 2005 Depuis 2005, dit-elle. Pensez-vous le faire évoluer par la suite et dans ce cas, vers où, comment, quoi Cette année, grande innovation, parmi d'autres innovations, l'Université de la Terre Junior. Oui, en fait, il n'y a pas. L'idée de base est la même. C'est établir un dialogue entre des gens qui ne se parlaient pas. Hein, donc le monde de l'économie essentiellement, et de l'écologie, comme l'a dit par Joël. Hein, et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier débat, c'était se parler et de savoir s'il y avait vraiment un problème, enfin, d'essayer de faire un état des lieux. Bon. Aujourd'hui, l'état des lieux, on l'a tous fait. Et aujourd'hui, on dit arrêtez de blablater et mettez-nous dans l'action. C'est ça qui est la nouveauté. Maintenant, on a pour la première fois, on a un mot d'action, bâtir une nouvelle société. On n'est plus dans que pensez-vous que, hein, parce que avant, le dernier, c'était qu'est-ce que le progrès, voyez, voilà, c'était les idées. Maintenant, on est beaucoup moins dans l'idée. On reste dans les idées, mais on montre des gens qui font. Voilà. Et c'est ça qui a beaucoup évolué. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, on a pour la première fois aussi une université de la Terre pour les enfants juniors, et parce qu'on pense qu'aussi sur les citoyens de demain, et on attend 4000 enfants
enfants qui vont venir aussi à leur niveau parler de ces sujets, une espèce de parlement des enfants qui va. C'est la première fois que ça arrive. 4000 enfants accompagnés, tous encadrés par leurs parents ou comment c'est une Ça dépend des âges. Ça dépend des âges. Quel âge à quel âge, les enfants? C'est de 6 ans à 14 ans. À 14. 6-14. Il y a juste une chose pour les internautes, je crois que c'est complet l'Université de la Terre. Faut pas qu'ils L'Université de la Terre, elle est complète, elle est bouclée depuis 10 jours, c'est incroyable. On a saturé littéralement les salles de l'UNESCO et les enfants, je crois qu'il y a encore un petit peu de place. Parce que c'était pas assez très connu. Mais voilà, donc ceci étant dit, ils peuvent le suivre sur c'est un internaute et tout ça, ça va être sur Internet, filmé, etc. Grâce à la web TV que nous mettons en place. Vous pourrez voir la brillante intervention de Joël de René, de Arnaud de Saint-Simon. Et non seulement vous pourrez les voir, mais en plus vous pourrez leur poser des questions tout le week-end, parce que Joël passera dimanche après son intervention, Arnaud passera certainement nous voir également sur notre petit plateau, puis François aussi, et puis finalement la majeure partie des intervenants, parce qu'ils ont tous envie de dialoguer. Ils sortiront d'une intervention face à 2000 personnes, là ils dialogueront également avec 2000 personnes, mais derrière leur écran, et finalement juste à côté de moi, donc c'est beaucoup plus intime, ils poursuivront le dialogue avec vous. C'est tout l'intérêt de cette web c'est une très bonne idée que nous mettons en place. Parce que souvent, quand on fait des speeches devant une grande salle, ensuite, quand on descend de l'estrade, il y a des gens qui viennent vous poser des questions toujours intéressantes, mais là, ils auront vraiment l'occasion de pouvoir aller plus loin avec les conférenciers. C'est une idée que nous montons avec François. Je vois l'heure tourner et on arrive à la fin, donc là, c'est des petites questions très mignonnes, je vois pas d'autres mots. Monsieur de Saint-Simon, question de Thomas, quel magazine lisez-vous? Ce que je lis professionnellement par obligation, ou selon plutôt ce que je préfère, parce que de par mon métier, je suis obligé de dire plein de choses. Bon, moi j'aime beaucoup Courrier International, par exemple. Je trouve que c'est vraiment une formule singulière et un regard singulier sur le monde, dont on peut débattre l'objectivité, mais voilà, c'est un regard singulier sur le monde. J'aime bien, même s'il m'agace énormément, Les Inrecuptibles, qui était un news magazine qui a choisi de casser un peu les codes, donc c'est intéressant ce qu'ils font, même si c'est à peu près aussi agaçant qu'intéressant. Et puis Le Point, Libé, Le Monde, c'est pour l'information, vraiment ces journaux que j'aime bien lire. D'accord. Moi, je lis beaucoup en anglais. Oui. The Economist, Herald Tribune, régulièrement, Technology Review, New Scientist, Nature, Science. Et en France, j'aime beaucoup la nouvelle revue de Jean-Louis Servan-Schreiber qui s'appelle Clé, qui est excellent, très bien fait. C'est ce qu'on appelle, c'est pas une revue, c'est un livre-revue, en fait, c'est une espèce de gros cahier. Je lis beaucoup sur Internet, sur des tas de sites, j'y compare les informations les unes avec les autres, évidemment comme Arnaud, Le Monde, les journaux un peu de référence, Libé, des journaux comme ça. Mais je suis très anglo-saxon dans mes lectures. Un séjour à MIT pendant 8 ans, ça m'a laissé quelques traces. Et François? Attendez, moi, je profite de l'occasion pour faire la publicité du magazine de mon épouse, Canopée, qui vient de sortir, et qu'on trouve Canopée avec Actes Sud, et qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies. Voilà. Alors c'est évidemment la somme de tout ce que nous savons et de tout ce que nous avons appris, et dans ce Canopée. Alors François, question de Thomas, question rigolote aussi. Votre maison ressemble-t-elle à un magasin nature et découverte? Non, parce que vous savez, ma maison c'est la nature. Alors vous savez que moi je suis un homme de la nature. Je fais beaucoup de randonnées, j'ai toujours fait beaucoup de montagnes. J'ai appris une chose, c'est qu'il fallait porter son matériel. Alors ceux qui comprennent qui vous portez le matériel, après qui ne vont pas avoir grand-chose. Donc j'ai une maison assez sobre. Voilà. Au contraire des magasins nature et découverte, qui je trouve beaucoup de produits, et parce que les gens veulent du choix. Et moi j'aime avoir peu de choses, les garder longtemps, qui soient de qualité et qui soient légères. Et alors Joël, une question également rigolote d'Eric. En même temps, rigolote parce qu'on parle de surf, mais en même temps pas si rigolote que ça. Vous allez voir, en apportant le surf en France, Joël de René, vous avez vous-même participé à la création d'une nouvelle société, ou communauté en tout cas, non? Ah, absolument. C'est une véritable communauté de surf, et d'ailleurs c'est assez étendu, c'est ce qu'on appelle les sports de glisse. Il n'y a pas seulement le surf, il y a évidemment lié au surf le windsurf, le kitesurf, mais il y a aussi le snowboard, la planche à voile, les skis acrobatiques, les skis paraboliques. Tout ça fait partie de la glisse en général, avec mon frère Arnaud qui a disparu en 84. On a contribué à lancer. C'est des sports qui passionnent les jeunes parce que ce sont des
écologiques, en quelque sorte des écosports, qui sont en relation avec la nature. On est seul, on n'est pas en équipe, mais on a des copains ensemble. Quand on se retrouve sur un spot de surf et que les conditions sont idéales, on est une dizaine, une quinzaine, parfois une trentaine, donc il y a un peu de dispute pour la meilleure vague, mais en même temps, c'est une communauté où les gens s'apprécient les uns les autres, s'admirent, donc c'est une véritable communauté le surf, et elle va au-delà du sport, elle va dans les vêtements, dans le look, et ça va très loin, dans un style de vie, on dort sur la plage, on campe. Je sais que vous surfez encore, donc est-ce que Moi, vous je campez, est-ce que vous disputez avec les Ça jeunes m'amuse surfeurs? quand on dit vous surfez encore, ça m'amuse parce que Oui, c'est moi, pas savoir vrai. comment vous faites pour surfer à votre âge, mais je surfe plus que jamais. Je pense même faire des progrès. J'ai une douzaine de planches différentes. Je suis complètement addict du surf. Je regarde la météo, les conditions. J'ai une maison qui est sur le meilleur spot de surf d'Europe. Alors, je peux vous dire que j'y vais très souvent des week-ends plus les vacances. Un petit mot pour terminer sur finalement ce qui fait votre quotidien, votre actualité. Chez Universcience, en ce moment, il y a tout le temps des très grosses expositions. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot éventuellement de l'expo qui est en cours? Bien sûr. D'abord, on a fusionné entre le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences. Ça s'appelle Universcience. En plus des expos, on a des émissions. On a une web TV qui est très très regardée, qui s'appelle universcience.tv. Et on y participe beaucoup. Par exemple, moi je participe à une exposition, à une émission régulière qui s'appelle Au secours, je ne comprends rien, où en 6 minutes devant un tableau blanc, on doit expliquer des trucs compliqués. Ça, c'est la partie numérique d'Universcience. Et puis, il y a la partie des expositions. On a une très bonne exposition sur science et science-fiction. On prépare des expositions il y a une exposition sur Gagarine au Palais de la Découverte qui va s'ouvrir. On a une exposition qui va faire la suite de l'alimentation chez les jeunes. On aime beaucoup les émissions les expositions pour les 9-12 ans. Ouais. Donc on travaille beaucoup dessus. On a des expositions du Gaulois, comment la science permet de retracer la manière dont les Gaulois ont vécu. Donc ça fait un peu bizarre pour Universcience de parler des Gaulois, mais c'est pour montrer qu'il y a toujours une relation avec un aspect technique et scientifique. Donc on a vraiment du pain sur la planche et on a une formidable équipe à la direction des expositions et pas mal de gens qui prévoient très à l'avance les expositions du futur. D'accord. François, le rôle de la Fondation Nature et Découverte et ses objectifs et son actualité, est-ce qu'il y a des événements qui vont arriver prochainement et qui sont accompagnés, autres que l'Université de la Terre évidemment? Nos fondations, on en a deux. Une qui existe depuis 20 ans, la Fondation Nature et Découverte, qui pour aider les associations à protéger la nature. D'ailleurs, tout à l'heure, Joël parlait de surfeurs, de surf. Ils ont une super association qui s'appelle Surfrider. Surfrider Foundation. Vachement bien. Qu'on aide Ils ont nettoyé régulièrement. toutes les plages la semaine dernière. Voilà, donc quand il parle de communauté, ça va jusque-là. Et c'est aussi de donner aux autres, de s'impliquer dans la vie de la société. Solidarité. Ça fait partie de la vie. Et dans l'entreprise Nature et Découverte, il faut savoir que dans nos sondages internes, c'est l'élément le plus de cohésion le plus important de l'entreprise, c'est notre fondation. C'est incroyable. Parce que les gens de l'entreprise, enfin, ils peuvent agir dans la société. Parce qu'il y a tellement de gens qui pensent qu'on ne peut rien faire, qu'eux tout seuls ne peuvent rien faire. Quand on les met ensemble autour d'un beau projet, ils peuvent faire des choses. Voilà, on a deux fondations, la Fondation Nature et Découverte, qui est très active, on a financé des milliers de projets. Et puis, à travers les associations, puis il y en a une autre fondation qui s'appelle la Fondation familiale. Et là, on finance des projets liés aux relations de l'homme et de la nature, mais aussi la nature qui fait du mal à l'homme. Parce que la nature, on en protège, mais aussi la nature, comme on a vu avec le Japon, elle peut être terrible. Ou entière. Pardon? Ou entière. Ouais. La nature se venge parfois. Voilà. Arnaud, la psychologie qui vient de sortir, qui est là, c'est celui-là, j'imagine. C'est celui-là, oui. Là, donc on peut le montrer déjà. Est-ce qu'il y a des projets à venir? Est-ce qu'il y a des événements qui vont être accompagnés par psychologie prochainement? On fait toujours plein de choses. Peut-être que ce qu'on fait de plus amusant depuis quelques années, c'est de le lancer dans le monde entier. Oui. Donc, psychologie étant en Chine, au Mexique, en Russie, mais aussi en Belgique, en Angleterre. Voilà, donc la Turquie, le sujet là, proche. Voilà, donc dans tous les événements auxquels on participe, mais je dirais que ici et maintenant, l'événement le plus amusant, c'est l'Université de la Terre demain, dont on est partenaire pour la première fois. Et cette Université de la Terre, donc, qui est à l'UNESCO, demain et dimanche. Alors, il n'y a plus beaucoup de place, je crois que François a été tout à fait transparent. Si, quelques-unes sur l'Université de la Terre Junior, éventuellement. Et regarde, parce que ça change. Oui. Il faut aller sur le site universitédelaterre.com. Puis voilà, et puis il y a un temps réel, on a l'actualité, et parfois il y a
bien. Hein. Puis ça dépendra beaucoup du temps, hein, parce que si, vous savez, comme c'est gratuit, il faut savoir que s'il fait très beau, il y aura peut-être beaucoup de désistements, donc il faut toujours y aller. Et puis s'il pleut, par contre, on aura trop de monde. Donc, voilà, mais ça, c'est souvent les aléas d'organiser des événements de ce genre, qui sont gratuits. Bon, et quoi qu'il en soit, au risque de me répéter, vous, chers internautes, vous pourrez donc suivre la Web TV tout le week-end, à partir de midi jusqu'à 19h. C'est aussi simple que ça. Le Web TV en direct de l'UNESCO, avec le passage de tous les intervenants, tous les partenaires. Nous rediffuserons également quelques extraits des conférences des années précédentes, en plein milieu de l'après-midi. Bref, ça va vraiment être un bel événement également à live tweeter sur le hashtag Univter toujours, un événement à live bloguer, enfin bref, un événement dont il faut s'emparer, parce que finalement c'est ça la force de cette université, c'est qu'il faut élargir les murs de l'UNESCO et emballer le dialogue. Je vous remercie beaucoup de vous être prêté au jeu ce soir, et à très bientôt. Merci et à demain. Merci à la JD Carré qui a participé à la réalisation de ce chat. Merci à tous, au revoir.